Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de ce journal. C'est une première, le sport pour canaliser l'agressivité des jeunes rebelles et lutter contre les addictions. Un programme sportif testé sur des élèves à Moorea. Immersion également parmi 200 gendarmes dans le cadre du plan Agir face aux violences conjugales 2020 ou comment agir face aux conflits qui dégénèrent. La préparation des candidates à l'élection Miss France 2020 sera-t-elle perturbée par la menace de grève qui plane sur le groupe intercontinental? Un préavis a été déposé ce matin par O'Oet Orima. Querelle d'experts au 3e jour du procès en appel du crash d'Air Moorea. La défense rejette la rupture du câble de gouverne en faisant citer des ingénieurs dans le domaine de l'aéronautique. En sport, ils sont presque en terrain conquis, les joueurs du Racing Besançon. Nous les avons suivis lors d'une séance d'entraînement. Ils sont d'ailleurs en condition physique pour le match de samedi. Enfin, Tautira nous dévoile ce soir le quotidien de sa population au Finua Ihire, un quotidien essentiellement tourné vers la pêche lagonaire. C'est notre rubrique au cœur du Finua. C'est connu, le sport canalise l'énergie d'adolescents en difficulté. Jonathan Biarez, ancien lutteur, en est lui aussi convaincu. Il faut, dit-il, accompagner les jeunes afin de lutter contre les addictions et la violence. L'expérience en cours depuis 3 mois à Moorea va plus loin. Il est certes question de savoir se défendre, mais avant tout de permettre à des élèves en CAP de se renforcer face aux addictions qui pourraient leur tendre les bras. Thierry Stamfleur, Patrick Tsinsing. On prend le poignet, on prend ici, et on renvoie direct. Ok. Apprendre à se battre pour ne pas être tenté de se bagarrer. Un paradoxe, mais en apparence seulement. Surtout apprendre à se défendre si jamais on est agressé, mais pas aller chercher la bagarre. Et ça a l'air de bien marcher pour l'instant. Et ensuite, donc, s'il y a bagarre, qu'est-ce qu'on fait? Avec l'idée à chaque fois qu'une fois qu'on l'a mis par terre, c'est on se sauve, on s'en va, on ne cherche pas la bagarre, on ne cherche pas à aller agresser l'autre après. Depuis que j'ai fait ce sport, après j'ai plus fait de bagarre là, pour l'instant. Revenons à l'idée de départ pour comprendre. Ces jeunes de 16 ou 17 ans sont en CPAP. Vie familiale troublée, scolarité chaotique. Et pourtant, ce professeur qui participe avec eux à ces séances de lutte voudrait qu'ils aient une meilleure image d'eux-mêmes. Ils connaissent énormément de choses. Ils sont capables d'apprendre, mais uniquement... Enfin, c'est ce qu'on appelle l'intelligence des mains. C'est-à-dire qu'on leur montre quelque chose, ils le comprennent tout de suite, quoi. Ils apprennent en faisant. Et c'est vrai que quand ils sont dans une salle de classe, pour eux, c'est pas facile, quoi, de rester, quoi. Champion de Polynésie de lutte à plusieurs reprises, Jonathan a obtenu le soutien financier du ministère de la Santé pour encadrer une quarantaine de jeunes de Moorea. Leur apprendre à se défendre, pas seulement physiquement, mais aussi à savoir résister aux différentes addictions qui peuvent tenter un adolescent qui ne trouve pas sa place. La plupart du temps, ils sont stigmatisés au niveau scolaire, ils ont une enfance difficile, ils ont des décrochages scolaires. C'est pas forcément leur faute. Ils sont amenés dans leur vie après à prendre des mauvais choix dans leur vie. Au lieu de lutter contre les addictions en leur disant c'est pas bien de faire ça, on va les accompagner sur le long terme en leur proposant des choses positives dans leur vie. Visiblement, Jonathan et les autres intervenants ont trouvé le ton et les moyens d'entraîner ces ados, réputés difficiles, vers de meilleures perspectives. J'aimais bien me bagarrer et du coup après je me suis décidé aussi qu'il faut arrêter un peu, pour voir la vie autrement parce que en ce moment il y a vraiment plein de personnes qui morent et c'est pas ce qu'on cherche. La vie, c'est un cadeau que Dieu nous a offert. À observer cette expérience, on se dit qu'elle mériterait peut-être d'être pratiquée à plus grande échelle, car dans ce domaine, il y a tant à faire pour essayer de remotiver ces jeunes gens, parfois mal partis dans la vie. Voilà, l'expérience se terminera fin décembre. Le team Moorea attend le feu vert du ministère des Sports pour poursuivre leur action. Et pour cause, l'agressivité peut avoir comme conséquence dans le cercle familial des violences conjugales. La Polynésie détient même le record de France. 917 des femmes sont ou ont été victimes de ces violences en 2018 en Polynésie. Les premiers à intervenir, ce sont bien sûr les forces de l'ordre. Elles suivent actuellement une formation pour mieux faire face à ces situations dans le cadre du plan Agir contre les violences conjugales mis en œuvre par l'État. Florence Okeli, Hiro Terurotua et Christian Nouzou. La gendarmerie, bonjour. C'est quoi, c'est suite à une dispute là?
Des disputes de couple qui dégénèrent, c'est le premier motif d'appel au 17, le centre d'opération de la gendarmerie. Depuis janvier, les brigades ont déjà effectué 1375 interventions pour violences conjugales. Et sur place, les gendarmes ne savent jamais vraiment à quoi s'attendre. C'est très compliqué. Déjà parce qu'ils sont là en intervention pour mettre fin à une situation de conflit. Ils sont là comme enquêteurs parce qu'ils convient, c'est normal, en tant que gendarmes, ils sont là pour faire une enquête et pour déterminer les responsabilités des uns et des autres, mais ils sont également là en soutien de la victime. Et ça demande de l'empathie, ça demande un peu de psychologie. La psychologie, elle est justement au cœur de la formation sur les violences conjugales dispensée aux gendarmes. L'occasion de repenser certains de leurs réflexes. Savoir ce qu'il faut dire à la victime, c'est pas évident. Quand on nous dit faut pas leur dire de se séparer de son concubin. Quand on sait que nous, les violences, elles sont récurrentes, c'est vrai que c'est le premier réflexe. Autre idée reçue, les femmes seraient les seules victimes de la violence conjugale. La réalité est parfois plus compliquée. On aura tendance à parler d'un rapport de dépendance et de domination. En fait, tout ça est un processus. En général, on a tendance à penser que c'est un homme qui est violent sur une femme, sauf que c'est vrai que statistiquement, c'est ce qu'on voit le plus, parce que souvent, l'homme est plus fort qu'une femme. Mais on a bien affaire à une dynamique de couple. On a deux personnes qui sont prises dans un processus, et il faut comprendre que ce sont ces deux acteurs qu'il faut réussir à mieux écouter, entendre, comprendre, pour pouvoir se sortir de là. Mieux comprendre pour mieux faire face à ces situations souvent critiques. En tout, 200 gendarmes vont recevoir cette formation au cours des prochains mois. Et la lutte contre les violences conjugales sera justement l'une des priorités du lieutenant-colonel Benoît Tapona, âgé de 37 ans, numéro 2 au commandement de la gendarmerie en Polynésie. Affecté pour la première fois en Outre-mer, il va assister le colonel Boudier. Et aux États-Unis, ce scénario choquant mais devenu tristement banal. Le lycée de Saugus à Santa Clarita a été le théâtre d'une fusillade ce jeudi. L'auteur des coups de feu, décrit par la police comme un adolescent d'origine asiatique, a ouvert le feu dans la cour de l'école, tuant 2 adolescents et blessant 3 autres personnes. L'établissement a immédiatement été évacué, comme vous le voyez, en file indienne. Retour sur l'affaire de l'affaire classée sans suite du présumé viol en Réunion, dont ont été soupçonnés les 4 salariés de l'Intercontinental de Moorea. La réponse est tombée le 17 octobre, un classement sans suite, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas menti, a affirmé hier l'avocat de la défense, Stanley Cross. Un classement sans suite dû à un manque de preuves. Sandra Levi-Agami, qui défend la victime au sein de l'association Bahini Urama, ne baisse pas les bras, on l'écoute. Je voudrais dire à l'avocat de la partie adverse que ces menaces ne nous font pas peur, bien au contraire, ça nous forge et ça nous confirme dans l'idée qu'il faut vraiment œuvrer pour ces victimes. Mais vraiment, le message que je voudrais faire passer aux victimes, c'est il faut parler. Ne vous dites pas qu'à cause de ce cas, vaut mieux se taire, non. Il faut parler, mais par contre, il faut vraiment faire en sorte d'avoir toutes les preuves et le maximum de preuves possibles pour que justice soit rendue. Moi, je ne jette pas la pierre sur la gendarmerie, sur toutes les personnes qui ont participé à l'enquête. Ce que je regrette, par contre, c'est qu'il y ait eu une confrontation proposée des 4 contre elle, et on aurait préféré qu'il y ait une confrontation individuelle qui avait été demandée a priori par l'avocat, pour laquelle, des informations dont je détiens, cette confrontation n'aurait pas eu lieu. Voilà, Yam Oria, un nouveau préavis de grève menace justement l'Intercontinental. Principale revendication du syndicat Haute-Orima, la réintégration des 4 salariés licenciés. Un préavis qui ébranle déjà la direction de l'hôtel qui s'apprête à recevoir les candidates à Miss France 2020 la semaine prochaine. Mario Leroy, Christian Dezot. C'est un mouvement social qui tombe plutôt mal pour Intercontinental. Le groupe doit recevoir dans 4 jours les 30 candidates au titre de Miss France. Pour leur préparation à l'élection, la destination Tahiti avait mis en avant tous ses atouts. La direction de l'hôtel les a rassurés. Ils sont au fait des enjeux, pour eux tout comme pour la destination. Donc de leur côté, ils vont tout faire pour faire en sorte que le voyage se passe bien. Maintenant, pour plus de détails sur ce qu'ils vont faire et comment ça va avancer, je vous laisse vous rapprocher d'eux directement. Mais on reste un partenaire pour l'instant confiant dans leur professionnalisme.
Comme ici en 2015, un séjour de 9 jours pour les Miss, des activités sur le thème de la culture et de l'environnement prévues à Tahiti et Moorea. Au total, une délégation de 73 personnes dans des médias nationaux. Ce ne sont pas que des Miss qui viennent avec une équipe technique, ce sont aussi des médias donc qui vont suivre le programme, mais qui vont suivre les Miss et qui vont aussi découvrir la destination. Donc on a 9 médias en tout, TF1, 50 minutes Inside, Paris Match par exemple, et qui vont générer aujourd'hui une couverture d'une contre-valeur publicitaire de 380 millions de francs Pacifique. Un impact médiatique attendu qui pourrait souffrir du mouvement social. Ooeto et Rima réclament la réintégration des 4 employés licenciés. Le syndicat menace d'étendre le mouvement à l'ensemble du groupe hôtelier. Voilà, et puis comme le disait précisément, le mouvement pourrait s'étendre aux autres hôtels du groupe. 3e jour du procès en appel du crash d'Air Moorea, les débats ont tourné autour des hypothèses possibles de l'accident. La défense rejette la rupture du câble de gouverne et a fait citer des ingénieurs experts dans le domaine de l'aéronautique. C'est la technique du poulpe. On envoie un jet d'encre et on essaie de faire dire à ces experts ce qu'ils ne disent pas, réplique l'avocat des parties civiles. Lucille Guichet-Tirao, Jérôme Lee. Pour la défense, il s'agit de démonter la rupture du câble de gouverne comme cause de l'accident. Cause retenue par la justice en première instance l'année dernière. Pour l'appel, la défense a cité de nouveaux témoins, comme ce spécialiste des trajectoires. Pour lui, la chute de l'avion ne colle pas avec une rupture de câble. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il était... J'en sais rien. Donc je reviens encore à ce qui est visible. Et qu'est-ce qui est visible? C'est qu'on a un pilote qui est absent. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il aurait dû monter, il ne monte pas. À un moment donné où vous, comme moi, comme vous, si ça ne se passe pas bien, vous râlez, vous le dites. Là, il y avait un micro, il n'y a rien, sauf un juron à un moment donné. Des témoins quelque peu bousculés par la partie civile et l'avocate générale, puisque leurs conclusions contredisent celles de l'experte judiciaire mandatée. Ils ont travaillé simplement sur une partie avec un service commandé qui était celui de faire tomber la thèse de la rupture du câble. On a vu aujourd'hui quelles valaient ces deux, entre guillemets, expertises. Ce ne sont pas des conclusions qui sont fiables, qui sont bien évidemment à nouveau contestées par l'expert judiciaire, Madame Osterling, qui est pilote instructeur sur Twin Otter, qui sait de quoi elle parle. Demain, le tribunal examinera les éventuels problèmes de santé du pilote. Tous les scénarios doivent être passés en revue. On referme ce chapitre judiciaire avec un père de famille qui écope de 12 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour trafic de cannabis. Dénoncé par sa tante, les gendarmes ont retrouvé 170 pieds de paca à son domicile à Popo, à Moorea. Interpellé mardi, il a été présenté cet après-midi en comparution immédiate. Multirécidiviste, l'homme a déjà plusieurs condamnations à son actif, dont le dernier était de 8 mois de prison. Et puis, plus de peur que de mal pour un pétrolier. Le JRCC a porté assistance à un navire en avarie moteur entre Moorea et Huahine. L'appareil en provenance de Fidji, dérivé à 20 nautiques au nord-ouest de Moorea, il a pu être remorqué hors des zones de danger des îles sous le vent pour être réparé. Quant au fût et cubiténaire de carburant perdu suite à l'échouement d'une barge sur le platier de Fangatau mardi, selon la direction des affaires maritimes, aucune présence de pollution n'a été constatée pour le moment. En sport maintenant, le match très attendu du Racing Besançon contre l'AS Vénus promet d'être relevé au regard de l'enjeu pour le 7e tour de la Coupe de France. Depuis lundi, les joueurs du stade Léo Lagrange se conditionnent physiquement au centre technique de la Fédération tahitienne de football sous un soleil de plomb. James O. Ubeliao. On y croit et on le veut, d'accord? Donc là, aujourd'hui, 1h15, on est dedans, on est bien dedans et on bosse. Après 22 heures de vol, 16 000 km parcourus, les Byzantins sont arrivés dimanche soir au Fénois. Les joueurs de Jean-Marc Trinita, absents ce matin, n'ont que très peu de temps de s'habituer au décalage horaire, mais surtout pour encaisser une différence de température de plus de 25 degrés. La chaleur, il n'y a pas grand-chose à y faire. Les siestes, on a eu un protocole médical pour essayer de récupérer le plus vite possible sur ce décalage. Bon, ça c'est fait, Julie qui s'en est bien occupée. Allez, on court sur place. Stop. Stop. On ne va pas changer grand-chose, même si on connaît un peu moins effectivement cette équipe de Vénus que nos adversaires en championnat. On a quelques certitudes sur eux aussi. On va essayer de mettre un jeu en place.
Actuellement 4e au classement de National 3, Besançon pourra compter sur son capitaine Thierry Thiel, ancien joueur de Ligue 1. Au niveau de la chaleur, c'est différent de ce qu'on connaissait quand on était en France, forcément. Hein. Il y a une amplitude thermique importante. Là, il fait très chaud. En plus, le soleil est haut. Là. Il doit être 10h30. Donc, il faut que l'organisme s'habitue à la chaleur. On va avoir peu de temps pour s'y habituer, mais c'est comme ça. On doit s'adapter. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. On joue samedi à 16h. Donc, voilà, le but, c'est ça, c'est d'habituer les organismes du mieux possible à l'environnement qu'on va rencontrer. Donc, il va falloir mettre de l'intensité quand même, malgré tout. Rendez-vous donc samedi au Stade Pater pour savoir qui de Vénus ou Besançon continuera l'aventure de la Coupe de France, dont la finale est prévue le samedi 25 avril au Stade de France. Voilà, Théo Nuiteha, capitaine et buteur de l'AS Vénus, sera l'invité café de votre matinale radio demain matin. Il viendra partager le sentiment de l'équipe à la veille du match contre le Racing Besançon, qui sont les favoris de la rencontre. Un match à suivre en direct samedi à partir de 15h30 sur nos 3 antennes de Polynésie la Première, en télé, radio et Internet. Et puis, bonne nouvelle, la France s'est qualifiée pour l'Euro 2020 au Stade de France, et ce malgré une rencontre très difficile face à la Moldavie qui ne s'est pas laissée dompter facilement. Résultat, 2-1. Les Bleus reprennent ainsi à la Turquie la première place de son groupe de qualification. On s'accorde une petite escale en Nouvelle-Zélande puisque vous l'avez aidé en participant à sa cagnotte. Tamahere a enfin réalisé son rêve de toujours. Accueilli par une communauté maori, Tamahere et sa mère ont touché et même goûté la neige. Un moment plein d'émotions qu'il a souhaité partager sur la page Facebook créée spécialement pour ce rêve et remercier par la même occasion tous ceux qui lui ont permis de le réaliser. Et comme promis, on retrouve le bout de la presqu'île de Tahiti. Au cœur du Whenua nous emmène au Whenua Eihire, du côté de Tautira, où le quotidien de la population tourne autour de la pêche lagonaire, une vie simple et rude à la fois. Lucille Guichet, Tirao, Jérôme Lee. Le Whenua Eihire, comme hors du temps, entre la fin de la route goudronnée de Tautira et les falaises abruptes du Pari, vivent 200 habitants. La route s'arrête ici, le réseau électrique aussi. Les bus et les ambulances ne viennent pas. Le moyen de transport, c'est le bateau. À la marina du Whenua Eihire, Hitiura et ses amis reviennent de la pêche aux oursins. Ils ont entre 26 et 35 ans et c'est leur principale source de revenus. On va en bateau, en bateau. On va chercher ce qu'il y a dans la mer, sur les vannes, sur ce que vous avez vu, fétouer, sur les bénitiers. Ils seront vendus entre 1000 et 1500 francs le pot ce week-end au bord de la route. De quoi améliorer un peu le quotidien. C'est dur, hein? C'est dur pour avoir du travail comme ça, mais il faut le faire, quoi. Hein? Si tu es vraiment un teuto, il ne faut pas penser que c'est les parents qui nous donnent à manger. Il faut aussi faire teuto. Un peu plus loin, en bordure du chemin rocailleux, Rotina et sa sœur viennent d'ouvrir le seul snack du Whenua Eihire. Ouvert 2 jours par semaine, elle ne travaille que sur commande. On était dans l'agriculture avant, mais comme mon mari a eu un accident, et je faisais le travail quotidien à la maison, laver le linge, ratisser, et j'étais fiou. J'ai quand même travaillé 20 ans, après tout d'un coup je suis venue ici, il n'y a plus d'activité, on ne voit rien, on ne voit personne. On voit que les gens qui habitent pas là, alors on a décidé, nous deux, on va ouvrir ce petit snack, avoir un peu le contact avec les gens. Avec la concurrence, ça va? Il n'y a pas du tout de concurrence ici. Ça évite d'aller au village, dans le village. Et sur leur petit stand, les 2 sœurs proposent tout à 100 francs. On vend des friandises, on vend des vêtements, des petits sacs, des cravates, tout pour une famille. Et des colliers qu'on confectionne nous-mêmes, que nos enfants aussi participent avec nous pour aller ramasser les coquillages. Une activité exceptionnelle, car au Whenua Eihire, la plupart des familles vivent de la pêche depuis plusieurs générations. Une vie simple et rude à la fois, loin des activités citadines et touristiques. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Je vous rappelle l'info principale de cette édition.
Accompagner les jeunes afin de lutter contre les addictions et la violence. L'expérience en cours depuis 3 mois à Ouria est une première et c'est une réussite. Il est certes question de savoir se défendre, mais avant tout de permettre à des élèves en CAP de se renforcer face aux addictions qui pourraient les mener vers un triste avenir. Un programme que le club de Ouria aimerait réitérer l'an prochain si les moyens leur sont accordés. À la une de la presse, demain, la dépêche titre sur une nouvelle morsure de requin à Ouria. Cette fois, c'est un enfant de 9 ans qui a été mordu au bras ce jeudi midi lors d'une séance de nourrissage au lagonarium de Ouria. Un touriste présent à ses côtés lors de l'accident a vu toute la scène et remet en cause l'attraction touristique. Les gérants, quant à eux, se défendent de toute opération de shark feeding. Nous y reviendrons dans nos journaux de demain soir. Quant à Tahiti Info, fait donc sa une de son côté donc sur la menace de grève, sur le voyage des Miss, et puis le bimensuel Tahiti Pacifique revient sur le marché de l'art polynésien. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous rester fidèles. Aux commandes de vos journaux du week-end, Ayata Tarhau, 5h30, l'info radio, à suivre Kassel. Belle nuit sur la première, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.